Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le seul, l'unique grenier de l'écho dans lequel on fait toutes les semaines le JT de l'écho. Alors, cette semaine, on va essayer de répondre à une question que vous êtes très nombreux à me poser en fait dans les mails que je reçois, les courriers, les commentaires, etc. Et qui est qu'est-ce qui va se passer avec cette crise sans précédent pour l'immobilier ? Et est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, crack, pas crack, bref, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas quoi faire, je suis inquiet. Écoutez, on va analyser un petit peu la situation du marché immobilier par rapport à la crise que nous sommes en train de vivre. Et Bruno Le Maire, nous sommes dimanche, et Bruno Le Maire a déclaré dans une interview au JDD, donc le journal du dimanche, ce matin, qu'il voulait tout faire pour éviter le naufrage économique. Donc comprenez bien, le naufrage économique, c'est ce qui est en train de se passer, c'est un naufrage économique, c'est une bérésina, c'est une crise absolument dantesque qui est en train de se développer et que nous allons tous subir et prendre de plein fouet. Et donc voilà, le marché immobilier, c'est une partie considérable, soit de nos avoirs, soit de nos crédits, soit de nos préoccupations. Et donc, c'est une question majeure, comment va réagir le secteur, le marché de l'immobilier par rapport à cette crise. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu ma série Apocalypse quelque chose, c'est Apocalypse Now et c'est le naufrage économique Now, mais je vous ai fait Apocalypse Resto, Apocalypse Boulot, Apocalypse Frigo, et donc évidemment aujourd'hui ça va être Apocalypse Immo, crédit locatif, SCPI, LMNP, loyer impayé. Ah mon Dieu, n'en jetez plus, la coupe est pleine, que dois-je faire avec tout ça ? Alors pareil, on est dans une terre économique totalement inconnue, donc bien prétentieux celui qui va vous dire « moi, je sais avec certitude ce qu'il en sera demain ». Celui-là, ne l'écoutez pas parce qu'il n'en sait pas plus quoi que ce soit que vous. Donc, en revanche, on va essayer de se poser un certain nombre de réflexions, de se poser un certain nombre de questions et de se poser un certain nombre d'éléments là sur la table, et on va voir ensemble quels sont les éléments de réflexion utiles que l'on peut développer, quels sont les raisonnements pertinents que l'on peut développer, les approches intellectuelles utiles que l'on peut développer pour tout simplement essayer d'y voir plus clair. Voilà, l'objectif, c'est pas de savoir exactement ce qui va se passer, mais ce qui pourrait se passer et comment, évidemment, s'y préparer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que j'ai des choses que je peux faire? Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, dimanche, même jour, même heure, ou presque, 684 000 cas. Et dimanche, aujourd'hui, même jour, même heure, on est le 5 avril, 1 200 000 cas, donc nous sommes sur un rythme de x2 dans le monde tous les 7 jours, c'est considérable. Donc de la crise sanitaire à la crise économique, c'était la première diapo que je vous ai préparée avec cette première idée. Souvenez-vous, Édouard Philippe, moi que j'ai écouté avec attention, et donc Édouard Philippe disait jeudi dans son intervention que il y avait la crise sanitaire, mais il y avait aussi une énorme crise économique qui était en train de se profiler. Et donc Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est revenu dessus avec évidemment le spectre de la crise de 29. Donc ça c'est intéressant, voilà, on garde bien ça en tête, ce que disait le Premier ministre. De la crise économique à la crise immobilière, parce qu'évidemment, quand vous avez une crise économique majeure, l'immobilier il va forcément réagir à un moment donné d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que paradoxalement, quand la situation est très grave, l'immobilier, dans certains cas, peut paradoxalement monter. Et ça avait été notamment le cas en 2009, puisqu'en fait, 2007-2008, nous avons une baisse de l'immobilier, que vous voyez très exactement ici. C'est le creux que vous voyez là. Donc ce que je vous présente ici, c'est ce qu'on appelle le tunnel de Frigide, qui est un économiste français, spécialiste de l'immobilier, qui fait des travaux absolument remarquables. Ça s'écrit F-R-I-G-G-I-T. Et voilà, c'est un prof et il fait un super boulot, donc notamment sur l'immobilier. Donc en gros, il compare
la courbe noire que vous avez ici, c'est l'indice du prix des logements par rapport aux revenus des ménages. Et ici, c'est le niveau de loyer. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout simplement que en 2009-2010, vous avez eu une baisse des prix. Cette baisse des prix, elle était d'environ 10%. Donc ça, c'est 2007-2008. Pourquoi? C'est la crise des subprimes. Premier effet qui se coule, les prix baissent. Deuxième effet qui se coule, 2009, 2010, 2011, 2012. Ah, mon Dieu, l'euro va peut-être éclater. Qu'est-ce que je fais? Je préfère emprunter ou transformer mon cash stocké sur les assurances vie en pierre qui est du dur, du tangible. Bon, moi, si l'euro explose, moi, mes sous, à défaut d'en faire quelque chose et d'en profiter vraiment, ils partiront en fumée. Mais là, j'aurai au moins un appartement, une maison, même si ça vaut un peu moins de sous. Donc ça, c'est évidemment le premier, le point essentiel qui va expliquer la remontée. Donc comme on a peur, ça allait très mal économiquement, mais comme on avait plus peur de l'explosion de l'euro que de la baisse du marché immobilier, paradoxalement, tout le monde a acheté de l'immobilier. Et moi, à cette époque-là, j'étais banquier. Je peux vous dire que je voyais des clients acheter cash. Donc, ils arrivaient avec 300, 400, 500, 600 000 euros. Et ils achetaient des appartements, des biens. Donc, c'était clairement pas, il n'y avait même pas d'emprunt. C'était clairement du recyclage de cash. Donc, plutôt que de garder de l'épargne financière, on l'a transformé en actif tangible et on l'a transformé en immobilier. Les prix sont donc repartis de manière considérable. Ensuite, ce que vous voyez là, je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas juste la courbe des prix de l'immobilier, c'est la courbe des prix par rapport aux revenus disponibles des ménages et par rapport aux capacités d'endettement. Vous avez ici la baisse des taux d'intérêt, et donc cette baisse des taux d'intérêt, elle va permettre de resolvabiliser les ménages. Bref, vous voyez, on est sur des niveaux très hauts de pouvoir d'achat immobilier, de prix de l'immobilier par rapport aux revenus des ménages. On est sur les tout simplement plus hauts niveaux historiques, quasiment jamais atteints. Donc là, c'est 2020. Voilà. Donc cette crise arrive au moment où nous sommes au plus haut et où on a des rendements qui baissent. Je vous rappelle également, parce que c'est très intéressant, vous ne le verrez peut-être pas à l'écran, à moins d'avoir un grand écran, mais je vous mettrai cette présentation en PDF, elle est à télécharger demain lundi dans l'article qui sera justement Apocalypse Immo sur le site insolentiae.com. Apocalypse Immo, vous pourrez venir télécharger le PDF de cette présentation. Et donc vous pourrez voir qu'ici on est sur 1965, 1965-2000, vous avez 35 ans de stabilité de l'immobilier en fait. Donc l'envolée de l'immobilier, elle a 20 ans. Moi, je l'ai vécu entièrement. Je me souviens très très bien qu'à la fin des années 90, l'immobilier, ça valait pas tripette et personne voulait même acheter. Et acheter était ringard. Donc bon, l'envolée de l'immobilier, pour ceux qui sont effectivement jeunes, on peut avoir l'impression, on va dire pour tous les trentenaires qui avaient 10 ans quand l'immobilier a commencé à monter, on peut avoir l'impression que l'immobilier, ça monte toujours. En réalité, il n'y a rien de plus faux, l'immobilier, ça monte pas toujours, ça peut même stagner, ça peut même baisser. Ici, vous avez par exemple un trou qui va durer 51 ans. 51 ans, c'est assez violent quand même comme cycle baissier. 1914-1965, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous aviez ici un contrôle des loyers. Et donc, les contrôles de loyers qui vont progressivement cesser après les loyers fameux loyer loi 48, et à partir de là, on va avoir, comme on va avoir une sortie progressive des contrôles des loyers, on va avoir une remontée progressive de la valeur de l'immobilier. Mais tant que les loyers sont bloqués, il faut être clair, personne n'a envie d'investir dans un truc dont il n'est pas maître et dont il ne peut pas retirer les fruits, donc il va avoir que des contraintes, pas de revenus. Donc évidemment, ça n'intéresse personne. Résultat des courses, 51 ans de marasme immobilier. Faut être clair, l'encadrement des prix, que ce soit les prix de l'immobilier, que ce soit le prix du gel hydroalcoolique, c'est 3 € le bidon de gel hydroalcoolique, mais enfin personne n'en trouve aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez encadrer tous les prix que vous voulez. À un moment donné, en ex-Union soviétique, tous les prix étaient encadrés et puis les gens, ils n'avaient rien à bouffer, mais le Politburo pouvait dire les prix sont encadrés. Ça, c'est une grande loi économique. S'il n'y a pas d'incitation positive, vous n'aurez pas de production et personne ne s'embêtera à s'en occuper. Alors, je vais vous partager ma petite équation personnelle de l'immobilier. L'immobilier, le prix de l'immobilier, c'est quoi? C'est
offre moins demande multiplié par coût du crédit plus la peur sur confiance plus emploi. Bon, ça c'est pour retenir les grands. Bon, on peut s'amuser à les mettre comme on veut. Hein. C'est pas mathématique, c'est pas un modèle actuariel que je suis en train de vous faire. Sinon vous prendriez peur et vous partiriez tous en courant. Mais ce que vous avez là, ce sont les principaux éléments qui vont venir impacter de manière significative le prix de l'immobilier. Par exemple, ici, je n'ai pas intégré la notion d'emplacement. On pourrait rajouter la notion d'emplacement, mais en fait, la notion d'emplacement, on s'en fiche parce que c'est relatif. Voilà, là, on parle du prix de l'immobilier dans son ensemble. On sait bien qu'évidemment, le prix de l'immobilier dans le 7e arrondissement, avec vue sur le Champ de Mars et la Tour Eiffel, c'est pas le même que dans mon petit grenier, dans mon petit coin normand, où je suis dans mon petit grenier normand. Donc, l'offre. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que vous êtes dans vous avez une offre importante et réelle, il n'y a pas de pénurie, sauf dans les très grandes villes, dans les hypercentres urbains, c'est assez logique, on ne construit plus à Paris, on ne construit plus dans Bordeaux-Centre, dans Lyon-Centre, etc. D'une manière très marginale, on récupère une dent creuse, on fait tomber un truc, on fait 4 étages de plus, etc. Mais globalement, on ne construit plus dans nos centres-villes, qui sont bien construits depuis des années, et donc on construit plutôt en périphérie, etc. etc. Bon. Mais aujourd'hui, vous avez avec l'offre de produits neufs, avec les réhabilitations qui peuvent être effectuées dans l'ancien, etc., etc., vous n'avez pas de pénurie de logements aujourd'hui. Il y a une offre suffisante, globalement, pour le marché. Vous avez une demande qui est également importante, et c'est parce que vous avez une offre importante et réelle, mais aussi une demande importante que les niveaux de prix que nous atteignons sont ce qu'ils sont, avec une demande importante pour la résidence principale et du locatif, donc c'est de l'investissement immobilier, et c'est logique cet investissement immobilier, parce que dans un contexte de taux d'intérêt négatif, eh ben, un rendement immobilier positif sur la location et qui vous génère un petit peu de cash flow et évidemment des taux d'emprunt extrêmement bas, bon bah finalement, bon an mal an, vous réussissez même à vous faire payer le loyer par le remboursement d'emprunt, pardon, par le loyer si vous vous débrouillez bien avec un peu d'apport, etc. Donc vous pouvez monter des opérations qui sont intéressantes. Le crédit est évidemment abondant et pas cher, la confiance est élevée, aucune raison jusqu'à cette crise du coronavirus de croire qu'il allait y avoir une remontée significative des taux d'intérêt et donc un effondrement du marché immobilier. Et enfin, le chômage, certes, était relativement important, mais il y avait quand même des petites raisons d'espérer et une forme de reprise très timide de l'emploi, mais surtout un niveau d'emploi soutenu chez les cadres. Et donc là, on voit bien, en revanche, dans les chiffres du chômage, qu'il y a une vraie différence entre, on va dire, les non-diplômés et les diplômés. Les non-diplômés souffrent encore beaucoup d'un taux de chômage élevé, mais les grands diplômés ou les très diplômés ou les bons diplômés qui ont les bons diplômes dans les bonnes matières et donc qui sont cadres, évidemment, ben, eux, ils ont un niveau d'emploi qui est très soutenu et donc c'est surtout eux qui s'endettent, achètent de l'immobilier pour faire du locatif. Donc ça, c'était la situation actuelle. Et puis bing bang boom patatras, ça fait bing, ça fait bang et ça fait boom. Et là, on se retrouve avec un marché immobilier 100% bloqué, totalement gelé. Il y a aucune transaction qui peut se faire, c'était ce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, votre argent aussi est confiné, bah, vous ne pouvez même pas acheter d'immobilier puisque les notaires sont fermés, les agents immobiliers ne vous font pas visiter, de toute manière vous n'avez pas envie de vous promener, puis vous êtes confiné, vous n'avez pas le droit de sortir et il y a la case dans l'attestation pour remplir dans votre attestation, je vais visiter un appartement pour acheter et faire un placement immobilier, ça ne marche pas, bref, donc il y a aujourd'hui, et puis les notaires sont plus ouverts, dans les services des signements, des mairies, des machins, les certificats, tout ça, les hypothèques, ça ne suit pas. Donc évidemment, vous avez aujourd'hui un marché qui est juste en pause totale. Il ne se passe plus rien, c'est fini, c'est figé, rien qui rentre, rien qui sort, il ne se passe rien. Vous allez avoir, et ça c'est assez facile de le prévoir, un pic de divorce et un pic de décès. Donc ça, on est capable de prévoir le pic de décès, forcément, épidémie égale décès. On est également capable de prévoir un pic de divorce et de séparation, puisque épidémie qui implique un confinement égale augmentation des violences faites aux femmes et des violences conjugales. C'est aussi quelques violences des femmes vers les hommes, même si c'est un phénomène
qui n'a évidemment pas du tout la même ampleur, mais on est, quand vous enfermez des couples, les couples qui sont pas très très solides, et bien évidemment, il va se passer la même chose qu'en Chine, donc les couples pas très solides, ils vont évidemment exploser en vol, et à la sortie du confinement, tout ça, ça va impacter très fortement l'offre, puisque si on se sépare, on va libérer des logements, peut-être même devoir revendre des logements, puis on va devoir se reloger. Donc ça va d'un côté mettre des biens sur le marché, mais ça va mettre aussi de la demande sur le marché. Donc ça, on va voir comment on peut essayer d'intégrer ça dans des prévisions. Vous avez un effondrement de l'emploi, donc c'est plus une crise économique, et donc ça va impliquer un choc de confiance, c'est-à-dire que est-ce que vous allez avoir envie, moi j'ai mes belles-sœurs, mes beaux-frères, etc. Aujourd'hui, je dirais 4 sur 5 sont en chômage partiel. Bon, donc quand vous avez presque tout le monde qui est en chômage partiel, c'est un choc de confiance énorme. C'est pour le chômage partiel, vous pensez à tout sauf à déménager, et puis sauf à vous endetter sur 25 ans. Donc ce choc de confiance, il va évidemment avoir des impacts très importants et impliquer un effondrement de la demande. Il y a un contrôle des loyers, je rappelle qu'il y a une suspension sur les loyers professionnels, donc c'est un choc de rendement, et alors là, quand vous avez contrôle des loyers ou suspension des loyers, c'est très clair, c'est la fuite des investisseurs, et qui dit fuite des investisseurs dit que je suis même prêt à faire des ventes paniques, je me débarrasse de mon truc, je ne veux plus en entendre parler, j'ai pas envie de me faire couillonner, donc je préfère perdre moins 10, moins 20% tout de suite, plutôt que de prendre le risque de me retrouver complètement coincé et bloqué pendant 51 ans, avec jusqu'au loyer loi de 1948, et donc les types ils se sont retrouvés pendus avec des grands-mères qui ne pouvaient pas virer de leur loyer loi 48, mais ça jusque ceux qui ont 95 ans aujourd'hui peuvent encore être sous le régime des loyers loi 48, donc vous imaginez le truc, ça fait 75 ans que vous supportez votre loyer encadré, c'est insupportable pour un propriétaire qui a envie de gagner de l'argent. Augmentation des impayés, évidemment, puisque qui dit crise économique, dit difficultés pour les locataires, chômage partiel, etc. Donc, très forte augmentation des impayés, et ça pareil, c'est idem précédent, c'est plus de loyer perçu, plus de rendement égal, je m'en vais, je m'enfuis, avant que ce soit la bérésina totale et que ça vaut encore quelque chose. Donc évidemment, encore une fois, ça peut impliquer un choc d'offres important. Ce sont là quelques éléments de réflexion que je voulais vous soumettre. Alors, vous avez aussi, en revanche, des facteurs haussiers. Et là, je voulais vous en soumettre quelques-uns, pareil, que vous les ayez à l'esprit. Vous avez des taux d'intérêt qui sont très bas aujourd'hui. Bon, ça n'a pas changé, ça ne changera pas vu tout ce que, de toute façon, c'est les banques centrales qui impriment de la monnaie. Donc, où investir vos fonds? Dans des assurances-vie, fonds euros, ça rapporte rien. Dans les SCPI, immobilières, c'est que des loyers de boutique, etc., des murs d'entrepôt et tout. Donc, si les entreprises, elles suspendent les loyers, il n'y a plus de rendement. C'est peut-être pas le moment. Les métaux précieux, les métaux précieux aujourd'hui, c'est pas facile à acheter, puisqu'il n'y a plus de transactions physiques, vous pouvez plus vous rendre dans les boutiques pour vendre votre or, et donc les boutiques elles peuvent plus acheter d'or, et comme elles peuvent plus acheter d'or, puisque vous n'avez plus le droit de vous déplacer pour aller vendre votre or, et elles peuvent plus non plus vous le vendre, puis en plus vous pouvez pas vous déplacer pour l'acheter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tenter d'acheter de l'or en le réservant, c'est-à-dire vous envoyez des sous, on va essayer de vous mettre de côté, il y a quand même encore un peu de stock, etc. Bref, donc il y a certaines transactions qui vont pouvoir se faire, mais leur finalisation physique ne pourra se faire qu'à la levée du confinement, et quand les flux physiques, donc les livraisons, notamment de valeur avec la Brinks, pourront reprendre. Rester cash à la banque, ça inquiète certains. Bref, l'immobilier, comme en 2009, 2010, 2011, ça peut aussi devenir une valeur refuge, paradoxalement. Plus ça va mal, plus je préfère peut-être acheter de l'immobilier plutôt que de laisser mes sous comme ça à la banque, parce que j'ai très très peur. Donc les taux bas, c'est une valeur refuge. Et enfin, un dernier élément, c'est l'exode urbain et vers un immobilier plus résilient. Donc quand votre résidence, c'était mon lapsus par rapport à ce que je voulais dire après, mais quand votre résidence principale, et quand vous résidez en ville aujourd'hui et qu'il fait super beau, vous voyez bien que c'est très compliqué d'être dans des petits
appartements en Île-de-France que l'on paye très très cher avec un confort très merdique, hein, par rapport à une belle maison à la campagne ou dans des petites villes ou ce genre de choses, où on a évidemment une vie infiniment plus agréable en termes de logement, y compris pour les enfants, y compris pour un potager, y compris pour tout ce qu'on veut, mais évidemment la localisation n'est pas la même. Et quand je vous parle moi tous les mois dans mes lettres stratégies du PEL pour patrimoine, emploi, localisation, et donc la manière dont vous allez agencer et créer votre PEL perso pour faire justement, pour bâtir et construire votre stratégie patrimoniale autour de votre patrimoine, de votre emploi et de votre localisation. La localisation, évidemment, c'est l'un des pieds fondamentaux de ce trépied patrimonial et des stratégies que vous devez définir pour vous. Si vous le faites pas, si vous-même ne le faites pas pour vous-même, personne ne le fera aussi bien que vous pour vous. Et tous ceux qui s'occuperont de vos sous s'en occuperont dans leur intérêt à eux, mais certainement pas dans le vôtre. Donc voilà, ça ce sont des facteurs haussiers sur l'immobilier. J'en termine avec ma petite digression. Et donc je voulais vous les présenter, il y en a plein d'autres en réalité des facteurs haussiers, mais je voulais que vous les ayez en tête pour vous montrer que même dans le pire des marchés immobiliers ou dans la pire crise économique, on peut trouver des facteurs haussiers. Et donc, intellectuellement, maintenant, il va falloir essayer de trouver la balance, et donc qu'est-ce qui va l'emporter et dans quelle proportion. Et c'est ça qui est évidemment intéressant de se demander. Donc les facteurs baissiers à marché immobilier, 100% je l'ai bloqué, c'est jamais bon. Un choc divorce plus décès égale choc d'offre, et effondrement de l'emploi plus crise économique majeure, choc de confiance. Donc d'un côté des facteurs haussiers, de l'autre côté évidemment des facteurs de baissier avec un choc d'offre et un choc de confiance. C'est très important. Je vous rappelle, encore une fois, je vous l'ai remis exprès, ce trou de 51 ans baissier, 1914-1965, 51 ans, contrôle des loyers. Si je vous le redis là, c'est pas un hasard. Crise économique, crise IMO, eh bien, le sort des loyers des entreprises au regard des textes d'urgence sanitaire. Qu'avons-nous? Une suspension du paiement des loyers des entreprises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Pour le moment, c'est une suspension avec un report à plus tard et un étalement. Mais quelle sera la durée de tout ça? Comment va évoluer la crise? Bref, coton. Hein, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc là, pareil, bien malin celui qui va dire « oui, mais tout va bien se passer » ou « tout va mal se passer ». Ça va dans les deux sens. Le pire n'est jamais sûr, mais le meilleur n'est jamais certain non plus. Donc, en fait, on n'en sait rien, mais la réalité, c'est que les loyers sont suspendus pour les entrepôts, les entreprises, les loyers de boutique, les murs d'hôtel, j'en passe et des meilleurs. Les bailleurs sociaux, c'est un article du Figaro, les bailleurs sociaux reportent les paiements de leur HLM. Donc rien ne dit qu'après-demain, si la crise continue, on ne va pas tout simplement suspendre les loyers des locations classiques et traditionnelles. On n'en sait rien, donc pas que pour les PME, dans les HLM aussi, et évidemment, à ce stade, on peut commencer à évoquer la possibilité d'un encadrement des loyers s'il y a une aggravation de la crise. C'est une évidence. Ça veut dire que tous ceux qui détiennent aujourd'hui de l'immobilier seront forcément couillonnés, mais de toute manière, les loyers ne pourront pas être payés par des locataires qui ne seront pas solvables. Donc de toute façon, ça va coincer. Et vous avez globalement deux catégories de personnes qui détiennent de l'immobilier aujourd'hui. La petite mamie ou le petit papy pour qui c'est devenu un complément de retraite indispensable pour vivre, mais qui en général n'a plus de crédit à payer, et des gens plus jeunes, on va dire presque comme mon âge, on va dire entre 40 et 50 ans, qui, eux, préparent leur future retraite ou l'absence de leur future retraite, et donc se disent je vais acheter sur 20 ans un petit truc, j'ai 40 ans, voilà, 45 ans, dans 20 ans, j'aurai 65 ans, je prendrai ma retraite, et puis le petit studio que j'ai acheté, bon an, mal an, ça me fera 800 €, 900 € de petit loyer, là, et puis ça me fera un petit complément de revenu par rapport à mon minimum vieillesse de l'époque, qui sera aussi de 800 €, 800 € plus 800 €, 1600 €, voilà, je bricolerai, je m'en sortirai. Mais ces gens-là, eux, ils ont un crédit. Et puis, ils ont un crédit pendant 20 ans. Donc, soit vous êtes un petit papy, une petite mamie, et vous en avez besoin, vraiment, véritablement, parce que c'est un complément de revenu pour vivre, tout simplement, voire même payer votre maison de retraite, etc. etc. Soit vous n'en avez pas besoin dans l'absolu, parce que vous avez éventuellement des revenus d'activité, mais enfin, vous avez un crédit en face qu'il faut rembourser. Et si vous êtes en plus au chômage partiel, vous avez un effet ciseau qui va être absolument redoutable. Donc,
il va y avoir des situations évidemment délicates et pour les banques aussi. Un chômage simplement terrifiant, hein, donc bon, mes petits calculs comme ça au louchomètre et au pifomètre du grenier, on est entre 25 et 35% de taux de chômage. Là aujourd'hui, si on inclut évidemment le chômage partiel. Donc le chômage partiel, le chiffre a été donné ce matin. On est à 5 millions de nos concitoyens, c'est-à-dire 1 sur 4 aujourd'hui, une personne qui travaille sur 4 est au chômage partiel. Alors je rappelle, donc, officiellement évidemment selon la communication du grand quartier général de l'économie, bon, le chômage partiel c'est 84% de votre salaire en gros, hein, et donc ça veut dire 16% de perte de revenus, d'accord. Mais ça ne prend pas en compte le gars qui est chauffeur routier et qui a les paniers, les primes de déplacement, les frais de déplacement, etc. Et donc le gars il gagne 1500 €, mais en fixe si vous voulez, mais en réalité il fait 3000 par mois. Le problème c'est que 3000 par mois, c'est parce que il rapiote sur ses frais de route, ses machins, il a sa gamelle, son réchaud, il reste dans son camion, sur les aires de... Bref, il dépense pas ce pourquoi il est défrayé, la réalité c'est ça, et il met les pépettes de côté, mais c'est normal, tout le monde fait ça, les ouvriers font ça, les gars qui font les chantiers font ça, ils ont la gamelle, enfin ils ont une prime de resto, mais ils mangent à la gamelle, et évidemment on met la différence de côté, et cette différence de côté elle fait que la paye elle est intéressante, c'est bon. Le problème c'est que quand on est au chômage partiel, ça c'est pas pris en compte, c'est votre fixe qui est pris en compte, donc c'est les 1500 € ou les 1200 €, c'est pareil pour tous ceux qui sont payés à la commission, tous les commerciaux, etc. Donc beaucoup au chômage partiel ne vont pas pouvoir avoir réellement 84% de leur salaire. Donc vous allez avoir évidemment des très importantes de revenus pour beaucoup de nos concitoyens. Ça c'est une réalité, on n'en parle pas trop. Hein. Bon, mais la réalité, c'est que vous avez beaucoup de gens qui, je ne parle même pas des précaires, des intérimaires, des gars qui sont des saisonniers, etc., etc. Donc c'est la cata pour eux. Hein. Donc heureusement, il y a les droits qui ont été prolongés, etc. Mais vous avez quand même des pertes de revenus qui sont très conséquentes. Aux États-Unis, c'est pas mieux. La semaine dernière, je crois que je vous disais, oh, regardez, 3 millions. Alors, cette semaine, 7 millions. Voilà, là, on est à 7 millions, c'est le trait bleu qui est là. Là, on est à 7 millions en 15 jours de chômage, de chômeurs en plus. C'est absolument considérable. Comme le dit Bruno Le Maire, c'est un naufrage économique. Et c'est mondial. Alors les SCPI par exemple, qui sont notamment ce qu'on a vendu, votre fonds euro, ma petite dame, dans votre contrat d'assurance vie, vous rapporte pas grand chose. Je vous propose des SCPI, c'est de l'immobilier, c'est du solide. Pensez donc, c'est des murs de boutique dans des centres-villes de premier ordre. Ma petite dame, avec ça, vous ne risquez rien, placez votre million d'euros dessus et ça vous verse du 5%. Sauf que quand il y a monsieur coronavirus qui frappe et que la crise économique elle est dantesque et que le gouvernement dit on ferme tout, on confine et que on interdit à un certain nombre de commerces, c'est-à-dire presque tous, de travailler, on se retrouve avec des suspensions de loyer, tout simplement. Et donc, vos SCPI, le rendement que vous avez dans les SCPI de votre contrat d'assurance vie, par exemple, je prends cet exemple parce que c'est le plus courant, c'est des murs commerciaux, c'est des murs de boutiques, de bureaux, des entrepôts. Et alors, cerise sur le gâteau, cherry on the top of the cake, comme disent les amis anglais, ils ne disent pas du tout, ça se dit pas du tout en anglais, c'est ma blague ça, je me comprends. Hôtels et résidences de tourisme, très souvent achetés en LMP, loyer meublé professionnel, avec de gros taux d'endettement, avec des gros leviers de crédit, dans des belles stations de ski, avec son beau chalet à Megève. Manque de bol, les stations sont fermées, les chalets ils sont vides, les crédits ils continuent à courir. Waouh, ça va être très compliqué. Donc ça c'est l'apocalypse pour ce type de produit, puisque l'activité est gelée, les rendements sont gelés, et vous avez évidemment un risque fondamental de liquidité et de valorisation. Tout le monde peut vouloir sortir, personne n'a envie de rentrer. Au revoir. Et donc évidemment, c'est
compliqué. Très très compliqué. Souvenez-vous ce que je vous disais la semaine dernière, on se posait la question, sommes-nous confrontés à une crise terrible de type 1929? Parce que c'est au moins ça, hein, on se croit pas. Dans le meilleur des cas, en fait, on est en train de se taper une crise à la 1929, avec une récession qui peut durer 10 ans, et dans le pire des cas, c'est un effondrement systémique global simultané. Ouais, c'est pas très engageant, hein. C'est-à-dire que ce soit le meilleur des cas ou le plus mauvais des cas, dans tous les cas, c'est quand même bien pourri et bien moisi ce qui nous attend. Souvenez-vous, l'effondrement c'est quoi? C'est la simplification rapide d'une société complexe, et donc retour aux fondamentaux, besoins physiologiques, moyen d'aller faire course, acheter mieux en supermarché avec attestation droit de sortie, et besoin de sécurité, moi vouloir masque, gants, gel hydroalcoolique, et donc là, ici, dans le cas présent qui nous occupe, la sécurité, elle est avant tout, notre besoin de sécurité est avant tout sanitaire, et donc on en est là. Alors le besoin d'estime, le besoin d'appartenance, le besoin de s'accomplir, puis alors le besoin de placer ses sous dans de l'immobilier, vous voyez, c'est pas forcément les préoccupations quotidiennes des gens, donc là aussi, ça va faire un choc de confiance, et très important. Alors, est-ce une crise ou un effondrement? Et maintenant, on fait quoi? Des facteurs haussiers, certes, mais de vrais facteurs baissiers. Et je vous les ai encore une fois pas tous présentés. Un marché qui est 100% gelé et des inconnus connus et des inconnus inconnus, mais un niveau d'inconnu qui reste très élevé, évidemment. Alors, pour aller plus loin, ça, c'est réservé à mes petits abonnés stratégie. Vous trouverez à partir de demain, lundi, un spécial flash stratégie consacré justement à Apocalypse Immobilier et quelles sont les mesures d'urgence à prendre quand, évidemment, on a des crédits, quand on a des SCPI, quand on a une promesse de vente en cours, quand on a peur de ses loyers impayés parce qu'on est évidemment propriétaire bailleur. Bref, toutes ces, on va dire, cette dizaine de points cruciaux, clés, qui nécessitent, il y a des mesures d'urgence qu'on peut prendre aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire, même si on est confiné, même si on est bloqué, même si on est coincé, il y a une marge de manœuvre financière, juridique, bref, on a des choses qu'on peut faire et qu'il faut faire en urgence. Donc ça, vous aurez, tous mes abonnés, vous l'aurez dans vos espaces lecteurs à partir de demain, lundi, en téléchargement disponible. Donc évidemment, profitez-en. Voilà, je rappelle ceux qui ne sont pas abonnés à la stratégie mais qui veulent le faire. Vous avez... pour tout abonnement souscrit, vous avez évidemment accès à l'ensemble des dossiers. Hein, donc surtout, voilà, quand vous vous abonnez, vous avez accès à l'ensemble des archives. Donc ça, c'est en tout cas ma petite annonce. N'oubliez pas, à partir de demain, vous aurez toutes ces réponses à ces questions clés. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va surtout alimenter votre réflexion sur l'immobilier. Je vous livre quand même un petit secret en conclusion, c'est évidemment pas le moment d'acheter et c'est pas le moment de vous précipiter faire une acquisition. Donc si ça vous a plu, vous partagez, vous me mettez mon doigt de schtroumpf habituel qui est mon pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner évidemment gratuitement à la chaîne Insolentiae TV sur YouTube et on se retrouve sur insolentiae.com boutique pour ceux qui veulent souscrire à la lettre stratégie si ça les intéresse. C'est également un moyen de soutenir le site et mon travail. Et puis sinon, vous avez évidemment la lettre gratuite d'informations quotidiennes sur le site insolentiae.com. Les amis, d'ici là, restez bien chez vous, restez bien confinés malgré le soleil, profitez-en, mais à l'intérieur, et surtout, protégez-vous et soyez très prudents, prenez bien soin de vous. On se retrouve dimanche prochain. Merci, à bientôt, au revoir les amis.